Nous allons y trouver des policiers fatigués de résister à la corruption, une enfant des rues qui cherche à survivre, des trafiquants de drogue qui voudraient aider leurs prochains. Tous ces personnages prennent vie dans le roman de Julie Ewa, une jeune autrice qui a pour habitude de vivre et de s'immerger dans le pays qu'elle dépeint. Elle va nous le raconter. Voilà, vous avez le programme, c'est 28 minutes et c'est tout de suite. Et bonsoir Julie Ewa. Alors vous venez ce soir pour nous parler de votre dernier livre Jungle pourpre qui est publié aux éditions Albin Michel. Je vous présente l'équipe de 28 minutes. Anna Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Jean-Mathieu. Frédéric Saïs, bonsoir. Bonsoir Jean-Mathieu. Ravi de vous retrouver pour cette semaine. Alors Julie Ewa, vous êtes donc autrice et vous êtes, selon votre éditeur, spécialiste d'un genre très particulier que l'on appelle l'ethnopolar. Qu'est-ce que c'est que l'ethnopolar ? L'ethnopolar, c'est un polar qui se passe en fait dans une autre culture, dans un autre pays. En l'occurrence, là, par exemple, en Indonésie, donc on est immergé dans un autre univers que celui qu'on connaît habituellement dans les polars. D'accord. Et là, pour ça, vous allez donc vous rendez sur place ? Oui, pour l'Indonésie, c'était un petit peu particulier parce que j'ai vécu un an là-bas. D'accord. Donc j'ai été complètement en immersion et j'ai vécu une grande partie des événements que je décris dans ce livre-là. Ce qui donne peut-être un peu plus de crédit aussi à ce qui s'y trouve. D'accord. Et écoutez, avant de découvrir ce qu'il y a dans ce livre, on va faire connaissance avec vous. On va regarder votre portrait. Et c'est votre règle de 3 et elle est signée Olivier Boucreux. Polar, voyage et enfant, c'est la règle de 3 de Julie Ewa. Avant de prendre ce pseudonyme pour signer ses polars, la petite Julie est née Wackerli en Alsace en 1991. Son désir de prendre la plume vient de loin. À l'école primaire, voilà, mon premier roman. Je suis une sorcière. 10 ans, CM2. Bonne dans tout ce qu'elle entreprend, même le saut en hauteur, elle a obtenu le prix national de l'éducation à 17 ans. Elle vient tout de suite, c'est ses devoirs. Mais mère, tu me fais réciter. Moi, j'ai toujours pensé qu'elle le méritait. Son premier roman, Le bras du diable, cette titulaire d'un master de philosophie à l'université de Strasbourg, l'a publié à 21 ans. Une histoire de meurtre sanglant dans un village alsacien lié aux tortures de la guerre d'Algérie, qui a remporté le Grand Prix VSD du Polar 2012. On suivit les petites filles sur le sort des bébés féminins en Chine pendant la politique de l'enfant unique, ou Le garçon disparu, périple tragique d'une famille de Roms à travers l'Europe. Aujourd'hui, Julie Ewa est considérée comme la figure de l'ethnopolar, un genre littéraire qui se penche sur d'autres cultures. Avant d'écrire sur des sujets sociaux sensibles, l'autrice se documente, lit des articles, visionne des reportages, puis elle part en voyage. En Chine, en Hongrie, en Roumanie, pour plus de réalisme, elle enquête sur place et fait des entretiens. On va dire que c'est inspiré de faits réels. Donc ces faits-là sont noirs et je ne pouvais pas faire autrement que les décrire d'une manière noire aussi. Plus jeune, cette globe-trotteuse avait déjà sillonné l'Europe plusieurs années avec son van. Mais son plus grand voyage le plus fort, c'est sans doute l'Indonésie, découverte lors d'un road trip en Asie. À la page remerciement de son nouveau roman noir, Jungle pourpre, une traque mortelle à Sumatra, on apprend que Julie Ewa y a vécu 1 an, engagée auprès des enfants des rues. C'est là-bas qu'elle a fondé Colibri, une association d'aide aux petits Indonésiens défavorisés, grâce à un système de parrainage. Car l'autre credo de cette autrice engagée, c'est la place importante faite aux enfants dans tous ses livres. Celle qui a suivi une formation d'éducatrice spécialisée s'appuie sur son expérience pour nourrir ses fictions et dénonce dans ses livres et dans la vie la violence qu'ils subissent. Voilà, Julie Ewa, votre portrait. C'est impressionnant. Et oui, c'est toujours bien de se voir comme ça à l'écran. Votre dernier livre, donc Jungle pourpre chez Albin Michel. On vient de le voir. Vous avez publié votre premier roman à l'âge de 21 ans. 20 ans. Vous êtes très précoce tout de même, non ? Un petit peu, paraît-il. Oui, j'ai commencé à l'écrire à 15 ans quand j'étais au lycée. Ça m'a pris 4 ans et j'ai eu beaucoup de chance. À 20 ans, je l'ai publié. Ouais. Frédéric. Vous êtes très active, on l'a vu, engagée dans la défense des enfants. Quand est-ce que vous trouvez le temps et la méthode pour écrire ? Je passe mon temps, je divise ma journée généralement, une matinée d'écriture et l'après-midi, je me consacre plus à mes engagements et l'associatif et alors, ça me va bien. Se rendre sur place, se documenter, témoigner, c'est une activité journalistique. Pourquoi ne pas faire des enquêtes journalistiques et recourir à la fiction ? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je trouve que l'avantage du roman, c'est qu'on va vraiment en profondeur et on va permettre au lecteur de se mettre à la place des personnages et d'adopter le point de vue des personnages de l'intérieur. Et je trouve que c'est une démarche qui permet beaucoup plus d'entrer en communion
et de comprendre ce qui se vit de l'intérieur. Et j'apprécie beaucoup cette démarche. Ça fait beaucoup plus appel aux émotions, je dirais, qu'un travail d'enquête. Alors, Jungle Pourpre, ça raconte l'histoire d'une enfant livrée elle-même dans les rues de Sumatra. Elle va être protégée par un ancien trafiquant de drogue. Il y a une série de meurtres. Bref, on est dans le polar type, on peut dire ça. Pourquoi vous avez toujours écrit des polars? Pourquoi ce genre vous intéresse-il? Alors, ce que j'aime, déjà, j'ai l'impression que pour l'instant, je sais faire que ça. D'accord. Mais j'aime bien jouer avec le lecteur, en fait. Dans le polar, il faut être très organisé, il faut structurer, mettre des indices, des pièges, essayer de rentrer dans la tête des gens pour les mener en bateau. Et en fait, j'adore, c'est mon plaisir à moi, on va dire, de balader le lecteur tout en diffusant des informations, des messages sur une culture, sur ce que j'écris. Vous dites aussi avoir vécu des choses traumatisantes dans certains de vos voyages, dont celui-ci. Et vous dites aussi que le fait d'écrire, c'est aussi pour vous une forme de thérapie, vous employez le mot. Oui, complètement. Enfin, en tout cas, pour ce roman et le précédent, ça a été une forme de thérapie. Parce qu'en fait, tout ce que je décris dans ce livre, même en rapport avec les trafics de drogue, la mafia, les enfants des rues, c'est des choses que... Les enfants en Indonésie, on le rappelle. En Indonésie, les enfants des rues en Indonésie, c'est des choses auxquelles j'ai été confrontée, où j'ai moi-même vécu des expériences où j'ai été parfois un peu en danger. Et du coup, le fait d'écrire, ça permet de mettre une distance et ça permet aussi presque de se détacher de son histoire en la donnant à un personnage et en prenant du recul dessus. Enfin, pour moi, ça me fait vraiment du bien en fait, de pouvoir m'en détacher comme ça. Alors, vous l'avez dit, vous êtes resté 1 an en Indonésie. Vous en avez profité pour fonder une association, Colibri, qu'on a vu tout à l'heure dans votre portrait. Selon les chiffres officiels, donc c'est une association qui vient en aide aux enfants des rues. Selon les chiffres officiels, il y aurait à peu près 16 000 enfants dans la rue. Sait-on pourquoi ils sont dans cette situation? C'est un petit peu compliqué. Par rapport à mon expérience à moi, ce dont on se rendait compte, c'est que les gouvernements ne se mobilisaient pas trop. Enfin, il fallait faire un coup de pression, on va dire, pour qu'ils acceptent, par exemple, de prendre un enfant dans la rue et de le mettre dans un orphelinat. Tous les orphelinats étaient pleins. Donc c'est une démarche assez récente, on va dire, mais le gouvernement, il travaille vraiment beaucoup plus qu'il y a quelques années où là, c'était catastrophique. Mais je pense qu'on manque de structure. Le service d'aide sociale à l'enfance n'est pas aussi développé qu'en France, par exemple. Donc on a besoin d'associations, justement, peut-être pour compenser un peu ces lacunes qui sont en train de se résorber. Alors cette enfance justement en danger aussi, on va en parler avec vous. Anna, on va se déplacer, on va partir de l'Asie pour arriver en Europe et notamment dans le conflit en ce moment qui se déroule en Ukraine, puisque sur place, vous allez nous dire, alors c'est un chiffre assez hallucinant, chaque seconde, un enfant ukrainien devient réfugié. Oui, plus de 4 millions d'enfants ont été déplacés depuis le début du conflit. C'est un constat qui est alarmant et d'autant qu'ils sont très fortement susceptibles d'être séparés de leurs parents et donc d'être victimes de violences, l'exploitation, le trafic d'êtres humains. Alors pour les protéger, l'UNICEF et le Haut Commissariat pour les réfugiés ont installé 26 espaces que l'on appelle les points bleus sur les voies de transit et aux postes frontières de l'Ukraine avec une capacité d'accueil pouvant accueillir 3 000 à 5 000 personnes par jour. Dans ces lieux sécurisés qui se veulent un point de repère pour les femmes et les enfants qui cheminent seuls, plusieurs services leur sont proposés, des aires de repos, des espaces dédiés pour les mamans et leurs bébés, un soutien psychosocial pour identifier les traumatismes ou encore la possibilité de bénéficier de vêtements ou de produits de première nécessité. Et même des associations comme la Croix-Rouge ou le Croissant Rouge permettent à ces enfants seuls de retrouver leur famille grâce au service de réunification familiale. Julie Evoy, vous qui vous intéressez aux violences faites aux enfants, est-ce que vous imaginez éventuellement écrire votre prochain roman sur le conflit russo-ukrainien ? Non, parce que je vais changer de thématique, mais après, je comprends très bien ce que vous dites, parce que moi, j'ai travaillé dans un service de mineurs non accompagnés, et on manque déjà de structures à l'heure actuelle pour les réfugiés, les migrants africains, afghans, syriens, et je ne sais vraiment pas comment le système français va faire pour arriver à accueillir ces enfants ukrainiens. Je pense que c'est très inquiétant, et j'espère qu'il y a des structures qui vont pouvoir se créer, en fait, pour les aider. Et alors, du coup, votre prochain roman, ce sera ? Vous avez déjà une idée? Je ne sais pas encore. Enfin, je sais, mais j'en dis pas trop pour l'instant. Au fil de votre livre, ce qui est intéressant, c'est que vous faites aussi des observations sur la société qui vous accueille. Vous observez notamment la pratique de l'islam en Indonésie. C'est le pays musulman le plus peuplé, 270 millions d'habitants. Et vous racontez un peu les tendances contraires qu'il y a, à la fois une tendance au rigorisme avec un islam influencé par les pays du Golfe, racontez-vous, et en même temps, parfois, des choses plus libérales, peu à peu. Comment ça se conjugue, ces deux tendances ?
C'est très compliqué parce que cette vision libérale, elle est portée par le gouvernement. Maintenant, ces tendances, elles se font un peu par en dessous, notamment au niveau des imams, de certains imams, par exemple. Et il y a vraiment une pression qui s'exerce. Enfin, moi, je l'ai constaté sur mes voisins musulmans, sur les musulmans que j'ai rencontrés. Et c'est de plus en plus difficile, en fait, de résister à cette tentation qui a moins de tolérance. Et qui exerce aussi une pression sur les femmes et sur les filles. Et c'est vrai que j'en parle beaucoup dans mon roman parce que j'ai été confrontée à beaucoup de femmes et de filles qui étaient concernées, par exemple par l'excision, qui m'a beaucoup révoltée. C'est des pratiques qui ont tendance un petit peu à s'élargir et malheureusement, on ne sait pas trop encore comment, enfin le gouvernement lutte, mais on ne sait pas trop comment enrayer tout ça. Et ça, c'est à découvrir justement dans votre livre, parce que c'est un polar et c'est aussi un regard sur cette société indonésienne. Julie Ewa, Jungle Proof, c'est publié chez Albin Michel, c'est-à-dire en vacances ou pas. Si on n'est pas en vacances, c'est pas grave. Merci beaucoup, Merci d'être passé ce soir par 28 minutes. On va passer maintenant à notre débat. 18,5 milliards d'euros de bénéfices